Bonjour à tous. Voilà, je vais vous présenter une vidéo qui est la première d'une série sur l'accompagnement à la parentalité euh, à destination des professionnels de l'enfance et de la petite enfance, avec des choses un peu simplifiées puisque je vais pas pouvoir faire des, des vidéos qui durent des heures. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter plus particulièrement une subdivision du type de famille, alors qui reste, j'allais dire, un peu caricaturale parce que je ne vais pas présenter des choses trop nuancées. Et puis, en fonction des types de famille aussi, la place qu'a l'enfant dans la famille. Cette présentation, elle vise à vous éclairer et à vous donner des billes de réflexion sur pourquoi on observe ce qu'on observe quand on est assistante maternelle ou quand on est en crèche et qu'on a l'impression qu'on ne comprend pas pourquoi les parents ils laissent faire leurs enfants, ils mettent pas de limites ou des choses qui peuvent sembler évidentes aux professionnels de l'enfance et qui ne l'est pas forcément pour les parents. Ça vise aussi à se débarrasser un peu du jugement qu'on peut avoir avec eux en prenant un peu de recul par rapport à leur position. Donc j'espère que ce que je vais vous présenter, ça vous aidera dans votre profession et dans vos réflexions. Voilà. Alors, je vais partager l'écran comme je fais d'habitude. Voilà. Et on y va sur accompagnement à la parentalité, donc sur identifier des difficultés et des besoins. Alors, je vais commencer par parler de famille traditionnelle, alors que je mets toujours entre guillemets, et donc qui va être un petit peu caricatural. Mais ça éclaire quand même des choses. Dans une famille dite traditionnelle, c'est très simple, le couple existe avant l'arrivée de l'enfant. Et pour simplifier les choses, on va dire que la famille traditionnelle, on pourrait dire que c'est la famille des années 50 en France. Et ben voilà, un jour, voilà, on a un chéri. Un jour, on se marie avec ce chéri. Quand on se marie, on sait que tout le monde s'attend à ce qu'on fasse des enfants ensemble. Et donc, on est installé, marié. Et ensuite, l'enfant arrive. Et l'enfant arrive comme une suite, j'allais dire, logique du couple qui existe avant l'arrivée de l'enfant. Voilà. Et il existe pour accueillir l'enfant, puisqu'on ne conçoit pas forcément dans une famille traditionnelle qu'on fasse les choses autrement, hein. Et l'enfant, il trouve sa place dans des structures de parenté bien définies, c'est-à-dire on sait qui est le grand-père, qui est la grand-mère. Le couple, il est censé être permanent aussi dans les familles traditionnelles. Et voilà, il trouve sa place d'enfant au sein d'une famille avec en général aussi des choses assez strictes sur ce que font les enfants, ce que font les adultes, le respect dû aux adultes de la part de l'enfant, etc. Et puis on va lui dire ce qu'il doit savoir et ce ne sera pas forcément à lui de poser des questions, etc. Donc c'est bien structuré. Ça peut être bien, ça peut être dysfonctionnel aussi. Je précise que quand je vais parler des familles modernes, entre guillemets, et des familles traditionnelles, toutes, ça peut donner des enfants qui sont normaux et qui vont bien. Et on peut avoir des familles traditionnelles qui sont très dysfonctionnelles et des familles qu'on appelle des constellations familiales de troubles relationnels qui vont très très bien. Donc on n'est pas du tout dans une idée de avant c'était mieux ou comme ça c'est mieux et comme ça c'est moins bien. Parce qu'en fait, tout est dans la mesure. Voilà. Dans une famille traditionnelle, l'ordre des générations est important puisque il y a une sorte de respect, etc., qui est dû par rapport aussi à l'ordre des générations, avec l'idée que les plus vieux ont plus d'expérience certainement et qu'ils savent mieux les choses que les enfants, ce qui est en partie vrai. Je précise quand même qu'aujourd'hui encore, dans le code civil, il est inscrit que les enfants doivent respect à leur père et mère, hein. Donc c'est pas parce qu'on est dans des familles qui sont plus traditionnelles qu'il n'y a pas de respect quand même. Et puis, ce qui est intéressant dans les familles traditionnelles, c'est que les structures de la parenté, pardon, organisent des obligations sociales de chacun, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas ce qu'on veut, on a des obligations vis-à-vis du grand-père, vis-à-vis de la grand-mère, et des obligations du coup qui sont pas liées à j'ai envie ou j'ai pas envie. C'est vraiment des obligations. Donc il y avait des familles, et ben faut aller manger chez la grand-mère ou tous les dimanches, et puis il est normal d'aider les gens, et puis on se pose pas la question, par exemple, de savoir que si on est la belle-fille, on va aller s'occuper de sa belle-mère quand elle est vieille, parce qu'on s'occupe des personnes âgées dans la famille. Et tout ça, c'est des obligations, voilà, et qui sont pas forcément formalisées et écrites, mais qui structurent complètement les obligations les uns et les autres. Et en fait, quand on est dans des familles traditionnelles comme ça, on n'a pas le choix. Voilà.
Donc, pensez dans les années 50 aussi, ou avant, où les gens, par exemple, n'avaient pas forcément le choix de leur métier. C'était comme ça, ton père, il a une ferme, et ben, tu reprendras la ferme, point barre, voilà. Et c'était une obligation morale aussi de le faire, et puis peut-être aussi une obligation de survie. Donc, l'idée de liberté totale individuelle n'a pas trop sa place dans les familles traditionnelles. Voilà. Et donc, l'avantage de la famille traditionnelle aussi, c'est que du coup, on n'est pas responsable de tout puisqu'on a moins de liberté. Donc, on n'a pas le choix, en fait. Par exemple, dans une famille traditionnelle, on n'a pas le choix d'avoir ou de ne pas avoir des enfants. Alors, évidemment, si on ne peut pas en avoir, c'est une autre question. Mais en fait, on est censé avoir des enfants dans les familles traditionnelles. Et donc, d'ailleurs, dans le français, j'adore cette expression parce qu'en français, on dit qu'on tombe enceinte. Genre, je suis tombée et je suis devenue enceinte. Et finalement, dans une famille traditionnelle, ben, on tombe enceinte, on fait des enfants et ben, ils ne correspondent pas forcément toujours à ce qu'on avait imaginé, etc. Mais bon, ben, c'est la faute à pas de chance et c'est comme ça, alors on va l'éduquer comme on peut, mais bon, de toute manière, il faut avoir des enfants. Aujourd'hui, comme on a le choix de sa fécondité, il y a quand même des parents qui se prennent dans la tête des trucs du genre ah bah t'as choisi d'avoir un gosse, alors maintenant t'assumes. Voilà. Comme si du coup le choix effectivement de faire des enfants et de les élever faisait qu'on était totalement responsable de tout ce qui peut se passer et que du coup, on n'aurait pas le droit de compter non plus sur l'aide des autres, etc. Parce qu'il faudrait assumer tous ces choix, quoi. Alors qu'évidemment, bah oui, quand on tombait enceinte, et bah, c'était comme ça. Voilà. Du coup, on se posait sans doute moins de questions et il y avait moins de pression que ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. Alors, pourquoi on utilise le mot parentalité? C'est un mot qui est relativement récent parce qu'il date d'environ une vingtaine d'années et encore. Donc, c'est un néologisme qui remplace de plus en plus le mot parenté. Et la parentalité, alors c'est pareil, pour trouver une définition exacte, c'est à la fois un état d'être parent, mais c'est aussi le processus de devenir parent, parce que quand on fait de l'accompagnement à la parentalité, on va accompagner les gens quand ils se transforment pour devenir des parents. Voilà. Donc c'est quand même relativement complexe, c'est un concept qui est un petit peu multifacette. Donc on fait ce qu'on peut avec. Et puis finalement, d'utiliser ce mot parentalité, ça veut dire aussi qu'il y a plein de façons de faire famille. Voilà, sur des familles monoparentales, alors qu'évidemment, pendant longtemps, en tout cas si je regarde la France, être en famille monoparentale, avant ça s'appelait être fille-mère, et il y avait quand même un très gros stigmate social sur la fille-mère, parce qu'elle avait fauté, elle avait fait un truc hors mariage, les enfants étaient des enfants bâtards. Il a fallu quand même attendre les années 2000 pour que dans le Code civil, on supprime les différences entre enfants en fonction de s'ils étaient nés dans le mariage ou hors mariage. Donc, on faisait des différences même pour les héritages entre des enfants adultérins, des enfants naturels, c'est-à-dire nés hors mariage, et des enfants légitimes. Aujourd'hui, ça n'existe plus tout ça. Les enfants, c'est des enfants, point barre. Et donc voilà, aujourd'hui, on a quand même beaucoup le choix de vivre en famille comme on veut, et du coup, on va utiliser le mot parentalité, qui concerne aussi ben, voilà, des gens qui sont même pas des parents, parce que les beaux-parents sont pas forcément les parents légitimes, et pourtant, ils vont avoir une posture de parents. Alors, dans ces familles modernes que j'ai mis entre guillemets, puisque moderne, des fois, ça pourrait impliquer que c'est quelque chose qui est mieux, mais en fait, ça n'a rien à voir avec du mieux ou du moins bien par rapport au traditionnel, c'est simplement différent. En fait, c'est l'enfant qui va structurer le couple et qui l'inscrit dans la génération des parents. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous avez des gens qui se mettent ensemble, qui vivent en concubinage, etc. Un jour, ils font un enfant. Mais le jour où ils se sont mis ensemble, ils se sont mis en concubinage. Alors peut-être qu'ils avaient des idées derrière la tête en disant qu'ils aimeraient bien avoir des enfants. Mais c'est tout d'un coup le moment où la maman se retrouve enceinte que, paf, il passe du côté des parents. Voilà. Et donc, c'est l'enfant qui provoque ce passage-là. Alors que dans la famille traditionnelle, on est déjà quelque part un parent dans sa tête avant de devenir, en tout cas, on est projeté comme un parent. Et là, tout d'un coup, on sort j'allais dire, du jeune, de la grande adolescence et du jeune adulte pour devenir des parents. Et donc, c'est l'enfant qui provoque ça. Euh, donc, je disais aussi qu'il y a tellement de formes de famille, enfin, il y a des formes de famille super flexibles. Et du coup, la réalité de la filiation, de savoir qui est le père, qui est la mère, qui a l'autorité parentale, etc., ça suffit pas non plus des fois pour décrire des constellations parentales.
avec des pères, des mères, des beaux-pères, des belles-mères, dont il peut y avoir plusieurs fois, etc., quoi. Bon, après, je suis pas naïve, je me dis que dans l'histoire, il y a dû avoir des endroits où il y avait des formes de famille aussi avec des beaux-pères, des belles-mères. Il n'y a qu'à regarder les contes de fées avec Blanche-Neige qui avait un père qui était veuf, qui s'est remarié, qui avait donc une belle-mère qui n'était pas spécialement sympathique. Voilà. Donc, je ne sais pas en fait si on invente vraiment des choses nouvelles, mais en fait, aujourd'hui, on a la liberté de commencer avec des choses comme ça qui sont moins traditionnelles. Du coup, quand on est dans une famille qui est moins traditionnelle, quand on est dans une famille moderne, ça veut dire aussi que les liens affectifs qu'on va entretenir avec les parents ou les beaux-parents sont aussi importants que les liens d'obligation liés à la parenté. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un beau-père, les seules choses qui vont lier l'enfant à son beau-père, en fait, c'est du lien affectif, parce qu'il n'y a pas d'autorité parentale, il n'y a pas d'obligation. Et ce qui va amener aussi certains auteurs à parler de famille relationnelle, puisque du coup, on n'est pas sur oh là là, faut que tu sois gentil avec lui parce que c'est ton beau-père. On est plutôt sur des discours un peu avec des enfants qui vont dire ah, tu peux pas me dire ce que tu veux parce que de toute manière, t'es pas mon père. Mais on va être sur des beaux-parents qui vont être obligés de développer des trésors de communication pour maintenir des liens avec des enfants qui sont pas les leurs, quoi. Et ça, c'est pas quelque chose qui existait avant, hein. Voilà. Et puis ces liens relationnels, donc ils demandent un travail intense de communication, ce qui rend par exemple les familles recomposées relativement difficiles, parce que dans les films, les familles recomposées, c'est toujours génial, formidable, formidable, tout le monde passe Noël ensemble, nana. Dans la vraie vie, alors vous me direz, je suis un peu comme les docteurs qui voient les gens malades, mais dans la vraie vie, moi je vois beaucoup de familles recomposées qui ont beaucoup de difficultés avec la recomposition, en réalité. Hein, parce que ça demande justement des capacités de compromis, d'entente entre les enfants, et c'est pas du tout évident. Et puis, du coup, les liens affectifs, c'est des liens qui ne dépendent que de l'investissement de chacun, et c'est pas la même stabilité que des liens de parenté ou une autorité parentale, par exemple, qui donne des obligations légales. Voilà. Alors en plus, dans les recompositions parentales, ce qui est quand même compliqué chez nous, c'est qu'on a une obligation à la coparentalité, c'est-à-dire que monsieur et madame se séparent, ils se remettent dans un autre couple, mais ils restent quand même parents de l'enfant et ils sont censés s'entendre. Donc pour des gens qui se sont séparés parce qu'ils ne s'entendaient pas, ça multiplie les handicaps, j'allais dire. Voilà, heureusement, il y a des gens qui arrivent à s'entendre pour au moins autour de leur parentalité, mais il faut bien s'attendre à ce que ce ne soit pas simple, parce que si c'était simple, les gens n'auraient pas divorcé a priori. Euh, Dans les styles de parentalité divers, alors en fait, il y a des auteurs qui développent des idées différentes, donc je vais citer un peu des choses un peu en vrac, hein, donc dans les appellations différentes. Donc, famille relationnelle, donc c'est des familles où on n'est pas basé, je veux dire, c'est un peu l'opposé de la famille traditionnelle en soi, avec donc effectivement l'enfant qui structure le couple, le couple conjugal, j'allais dire, en couple parental, et qui fabrique la famille, c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant naît, ça change les choses. Et on voit bien en France, hein, on a à peu près 62% des enfants qui naissent hors mariage, et les parents se marient en général, après la naissance des enfants. Et, et avant ça, j'allais dire, ils ne sont qu'un couple, voilà, et tout d'un coup, bing, avec l'enfant arrive quelque part la notion de famille, voilà. On a aussi des familles qu'on pourrait appeler néo-traditionnelles. Alors ça, en fait, c'est des familles, alors j'allais dire sans doute les plus courantes aujourd'hui, hein. En fait, voilà, ben, monsieur, une dame, ou deux dames ou deux monsieur, vous faites comme vous voulez, font un enfant, pouf, ils sont projetés dans un rôle parental. Et là, en fait, tout d'un coup, eh ben, ils se comportent comme des familles traditionnelles, tout simplement, puisque tout d'un coup, l'enfant prend sa place, les grands-parents, c'est les grands-parents, etc. Le couple parental est considéré comme étant permanent. C'est sans doute des gens qui étaient enfin, qui avaient une structure parentale plus ou moins traditionnelle. Et puis ça roule. Donc on va dire qu'ils sont néo-traditionnels parce qu'ils avaient quand même une plus grande liberté que dans une famille traditionnelle où on ne choisit pas forcément son conjoint, où l'amour n'est pas forcément voilà, la première raison de choisir son conjoint. Mais à la fin, voilà, ils se comportent avec des obligations. Et là aussi, on va aller voir les grands-parents le week-end, on va manger tous les dimanches chez la belle-mère. Enfin, voilà. Ce qui n'est pas forcément un problème parce qu'on peut avoir des belles-mères sympas quand même, hein. Voilà. Euh, et où l'enfant prend une place d'enfant, en fait.
Ensuite, on va avoir des auteurs qui nous décrivent des choses qu'ils appellent des constellations affectives. C'est-à-dire que là, en fait, l'enfant devient un projet d'adulte, des adultes qui se mettent ensemble pour avoir un projet d'enfant. Et donc, l'enfant va créer une constellation d'adultes autour de lui, mais l'enfant a pour fonction, là, du coup, de donner du sens à la vie de l'adulte. Voilà. C'est-à-dire, comme on ne peut pas concevoir sa vie sans enfant, on n'est pas dans des couples traditionnels ou des trucs relationnels où ça convient pas comme ça. Et donc, on va se faire un enfant et on va faire un enfant avec d'autres adultes autour qui vont pas forcément créer de facto une famille. Et on peut voir ça, par exemple, dans des couples homosexuels où vous avez deux couples homosexuels de sexe différents qui se mettent d'accord pour faire un enfant, donc un monsieur, une dame de chaque côté qui font un enfant ensemble et qui sont du coup les parents officiels et qui ont l'autorité parentale. Et puis on conçoit dès le départ que l'enfant va faire de la garde alternée dans une famille et dans l'autre. Voilà. Donc on se retrouve avec un enfant avec 4 parents. Alors, on peut trouver que c'est un montage un peu particulier de se dire que dès la naissance de l'enfant, il va vivre sur de la chose alternée. Après, moi, j'ai pas de preuve spécifique que cet enfant il soit pas aimé, parce que du coup, il a 4 personnes qui s'occupent de lui, donc c'est peut-être très bien. Euh, et sauf que voilà, du coup, le poids pour l'enfant, il est différent, hein. Enfin, la place de l'enfant, elle est quand même différente de celle d'une famille traditionnelle habituelle où on fait des enfants parce qu'il faut faire des enfants et parce qu'on s'attend à ça. Voilà. Et donc, on va se retrouver avec des constellations affectives et du coup des liens qui sont aussi beaucoup basés sur du relationnel, ou pour que l'autre ait envie de rester avec vous, bah, que vous soyez toujours désirable. Donc ça demande, pour que le couple reste ensemble et s'occupe de l'enfant, bah, ça demande aussi beaucoup d'efforts, et c'est pas forcément hyper stable pour l'enfant. Alors l'enfant, il garde quand même ses 2 parents, j'allais dire biologiques et qui ont l'autorité parentale, mais à côté de ça, les conjoints des parents, ils vont, ils viennent, les gens peuvent se séparer, donc voilà. C'est peut-être pas non plus la majorité des familles, hein. Mais on pourrait avoir ça aussi avec des femmes seules qui font un enfant tout seul et qui ont des amis autour d'elles, etc. Voilà, ça revêt pas forcément exactement la même solidité que certaines obligations. Mais bon. Après, il y a la théorie, puis il y a la pratique. Est-ce que les gens vont bien? Parce que je rappelle que sans doute dans une constellation affective, on peut avoir une vie super, et dans une famille traditionnelle qui pourrait sembler plus adaptée, on peut avoir une vie horrible avec des parents qui vous battent, par exemple, hein. Euh, donc, je répète un peu ce que j'ai déjà dit, hein, c'est-à-dire dans les familles relationnelles ou les constellations familiales, les liens affectifs sont hyper fondamentaux. La communication au sein de la famille demande des efforts constants. En même temps, c'est extrêmement satisfaisant parce que euh, effectivement, les liens affectifs, c'est hyper nourrissant, ça veut dire qu'on se sent aimé, etc. C'est pas forcément la même chose que dans une famille traditionnelle où on va voir sa grand-mère parce qu'il faut aller voir sa grand-mère et qu'on n'a pas forcément les mêmes liens euh, affectifs et les mêmes partages, hein, voilà, que ce qu'on peut avoir dans une famille relationnelle. Dans les familles traditionnelles ou néo-traditionnelles, bon ben voilà, il y a des liens d'obligation qui sont liés à la parenté et qui peuvent être plus importants que les liens affectifs et qui font peut-être que des fois les couples tiennent mieux. Voilà. Après, on constate quand même statistiquement que la plupart des gens, même s'il y a beaucoup de gens qui divorcent, il y a aussi quand même beaucoup de gens qui restent mariés puisque 66% des enfants vivent quand même dans des familles, j'allais dire, intactes, quoi. Voilà. Euh, mais du coup, les liens d'obligation, c'est des obligations, donc c'est plus contraignant, mais en même temps, c'est plus stable que les liens affectifs, donc on tricote ce qu'on peut avec ça, quoi. Donc, le cycle des familles relationnelles aussi, il est différent du cycle des familles traditionnelles ou néo-traditionnelles. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans une famille néo-traditionnelle, le cycle, c'est on est parents, on a des enfants qui ensuite ont des enfants, du coup devient grand-parent, et voilà, ça descend comme ça. Et puis il y a des séparations parce que quand les enfants sont grands, ils quittent la famille, ils se retrouvent un conjoint, etc. Dans les familles relationnelles, on va avoir en fait des familles qui vivent au gré des séparations et des transformations relationnelles. On a un beau-père, etc., etc. Donc avec des pertes, des séparations qui sont différentes, quoi. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Il n'y a pas d'opinion à avoir là-dessus. On peut imaginer effectivement que si ça change trop trop souvent, c'est peut-être très compliqué. Mais en même temps, quand ça change pas et puis qu'on vit dans une famille, on se fait tabasser, bon, c'est pour ça que je dis qu'on prend du recul quand même par rapport à ça, hein. Donc chaque type de famille a ses avantages et ses inconvénients. Euh,
Allez, j'aimerais bien que ça tourne. Alors, j'en arrive à un tableau qui est peut-être un petit peu complexe, mais je vais faire de mon mieux pour bien l'expliquer. Et qui montre bien aussi des évolutions. Alors, je ne sais pas si on va dire ouais, des évolutions temporelles et peut-être en fonction des endroits où on habite sur Terre. Donc, c'est une typologie. Une typologie, ça veut dire qu'on va faire des catégories, hein. Typologie de Roussel selon Martin, voilà. Et en fait, on va avoir 4 modèles différents où on explique quel est dans le couple le rapport à la fécondité, c'est-à-dire à quoi ça sert d'avoir des enfants, la perception de l'enfant par sa fonction, c'est-à-dire à quoi sert l'enfant, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est un peu ça, la place de l'enfant dans le système économique, et puis le mode de socialisation. Et ça, c'est intéressant, le mode de socialisation, parce que ça permet de comprendre pourquoi aujourd'hui, on voit des parents faire des trucs et on se dit, mais mon Dieu, c'est pas possible. Mais tout simplement parce qu'ils sont peut-être pas dans le même modèle. Et ça aide à comprendre aussi que c'est pas parce qu'ils sont stupides, idiots ou je sais pas quoi, mais c'est qu'ils sont pris dans un modèle différent peut-être d'une autre. Donc dans le modèle numéro 1, la fécondité est importante. Il faut avoir beaucoup d'enfants, notamment parce que ça concerne des modèles où les gens n'ont pas forcément la possibilité d'avoir recours à du soutien social ou à des structures sociales comme les retraites, le chômage, etc. Donc, il y a des pays sur Terre où, effectivement, si vous n'avez pas d'enfants, et ben, quand vous allez être vieux, vous allez dépendre de la charité publique. Donc, la fécondité, elle est importante. Et elle est aussi, c'est important aussi d'avoir des enfants parce que, du coup, l'enfant, il a une fonction instrumentale. Alors, instrumentale, c'est-à-dire qu'il sert d'instrument et que c'est de la main-d'œuvre. Donc, ça veut dire qu'il va aider au champ, ou il va aider dans le travail, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas d'affectif pour l'enfant quand même, hein. Voilà, faut pas dire ça. Mais on a des enfants, alors on a des enfants parce qu'on doit et parce que aussi, on va pouvoir travailler ensemble. La place de l'enfant dans le système économique, en fait, l'enfant, il a sa place non pas en tant que consommateur, parce que c'est pas des endroits, dans ces modèles-là, on n'est pas dans des sociétés de consommation, mais il va être dans le processus de production, c'est-à-dire qu'il sera travailler au champ, à la ferme, il va promener les vaches ou je sais pas quoi, il va aller ramasser les œufs des poules, enfin, mais il peut aussi, voilà, travailler, travailler dans la cuisine, travailler au ménage, enfin toutes ces choses-là. Et du coup, le mode de socialisation, il n'est pas gousi-gousi, oh là là, le bébé est une personne ou je sais pas quoi. On va être sur un truc autoritaire, on donne des ordres, on domine ouvertement et on contrôle. Voilà. Et on ne se pose pas trop de questions existentielles, hein. Donc évidemment, là, aujourd'hui, si on était dans, enfin, je veux dire, un modèle comme ça en France, aujourd'hui, c'est pas autorisé, parce que ne serait-ce que parce que les enfants doivent aller à l'école. Mais on pourrait, hein, enfin, ça arrive, enfin, moi, ça m'est arrivé de rencontrer des familles qui étaient quand même un peu comme ça, avec des enfants qui étaient obligés de participer au travail, même si effectivement la loi sur le travail en France limite normalement quand même l'aide que les enfants peuvent apporter à leurs parents dans leur entreprise, voilà, dans leur entreprise. Modèle numéro 2. Modèle numéro 2, la fécondité, c'est la suite logique du couple marié. Donc on est marié, donc il faut faire des gosses. Et donc il y a une fonction instrumentale, parce que les enfants, ils vont nous aider à la maison, etc. Mais aussi une fonction affective, c'est-à-dire que c'est sympa d'avoir des enfants parce que on partage quand même de l'amour, etc. Et puis là, du coup, on met pas les gosses au turbin de la même manière, mais on considère qu'ils doivent aider. Et donc, il y a une intégration de l'enfant dans le processus de production familiale, mais aussi dans le système de consommation. C'est-à-dire que l'enfant va être aussi commencer à consommer des choses pour lui. C'est-à-dire qu'on va lui acheter des choses pour lui. Par exemple, c'est des environnements où on peut acheter des jouets aux enfants vraiment petits, hein, par exemple. Il va avoir des vêtements pour lui, on va lui faire plaisir, mais d'un autre chose, ça va être j'allais dire une éducation quand même peut-être un peu plus dure que ce qu'on connaît aujourd'hui avec, bah oui, c'est-à-dire il faut que tu viennes aider au champ mais bon, il y a quand même l'école, il y a quand même tout ça et il y a le plaisir quand même d'avoir des enfants. Et du coup, là, on va avoir un mode de socialisation qui est différent du modèle 1, avec du dirigisme, c'est-à-dire on va dire aux enfants ce qu'ils doivent faire, on va les dominer aussi, et puis en les dominant sur accès, avec une domination axée sur les sentiments, c'est pas juste je donne des ordres, mais et ben voilà, fais-moi plaisir, fais ci, fais ça, et puis on va contrôler les enfants, mais avec du support affectif, c'est-à-dire qu'on fait les choses aussi en disant, bah, oui, je peux comprendre que tu es triste, etc. Mais enfin bon, voilà, là, tu fais ce que je te dis, quoi. Voilà. Donc, c'est peut-être des choses que vous avez connues parce que c'est tout à fait possible. Donc, on aime les enfants, mais en fait, ils gardent leur place d'enfant et puis on considère que
que c'est normal de leur donner des ordres et de leur dire ce qu'ils doivent faire. Modèle numéro 3, on est sur la fécondité égale l'expression de l'amour. C'est-à-dire, je vais te faire un enfant, ou voilà, je te fais un enfant, je te fais un cadeau quelque part. Hein. Et donc là, l'enfant, il a vraiment une fonction affective. Hein. C'est-à-dire qu'on a un enfant pour l'aimer. C'est un bien de consommation affective. C'est un peu horrible de dire ça, mais on va lui acheter des choses, on va lui acheter des choses mignonnes, des vêtements mignons, et on va l'aimer, on va lui faire des gousi-gousi, et il a une fonction symbolique aussi, il est le symbole de notre amour, et puis il peut être le symbole de la réussite de notre couple. Et dans ce cas-là, l'enfant, il participe plus du tout à la production ou quoi que ça, mais il participe au système de consommation affectif et symbolique. Voilà. Donc, en fait, on a un enfant principalement pour l'aimer. Et là, on va voir qu'il y a vraiment un passage qui va sans doute vous parler quand vous pensez à certains parents, par rapport au mode de socialisation, on va être dans la négociation, et dans l'argumentation. C'est-à-dire que là, on va demander son avis à l'enfant. Hein. Alors, vous imaginez bien que dans le modèle numéro 1, ça n'existe pas. On va avoir une domination qui est axée sur le bien de l'enfant. C'est-à-dire, on va dire, en fait, je t'oblige à faire ça, mais c'est pour ton bien, avec toujours un support affectif. Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire attention aux émotions de l'enfant, ce qui est quand même plutôt un truc pas trop mal, voilà. Et donc, ben voilà, ce que je peux dire, c'est sans doute, ça c'est un modèle qui est assez courant dans notre pays. Hein. Et donc, quelque part, on va être dans la négociation et l'argumentation, c'est vraiment du coup avec une domination là qui est encore enfin, assez claire, puisqu'on peut dire à l'enfant que bah, voilà, tu as besoin de dormir, donc là, je vais aller te coucher, par exemple. Et puis, dans le modèle numéro 4, la fécondité devient un choix pour une satisfaction individuelle. C'est-à-dire, moi, je veux un enfant pour moi, parce que, et en fait, la fonction de l'enfant, c'est favoriser le bonheur. C'est-à-dire que l'enfant, il a une fonction affective et une fonction instrumentale indirecte, c'est-à-dire qu'on s'en sert parce qu'on a besoin de lui pour être heureux. Et donc l'enfant va porter sur lui le fait qu'il doit apporter le bonheur aux parents. Et ça on se rend assez vite compte qu'il y a des complexités par rapport à ça, euh, puisque l'enfant, il va pas toujours apporter le bonheur parce que c'est pas sur lui que se porte cette responsabilité. Il va y avoir beaucoup de consommation liée à ses propres besoins. Donc là, on est en plein dans voilà, dans la société de consommation. Il n'y a qu'à voir les listes de naissance avec une quantité extraordinaire de choses à lui acheter. Le mode de socialisation, ça va être l'autonomie. C'est-à-dire, il faut qu'il fasse ses choix, il faut qu'il sache ce qu'il a envie, ses besoins, etc. Ce ne sera pas forcément l'autonomie techniquement, hein. C'est-à-dire qu'on peut être dans un modèle 4 et avoir des enfants qui ne sont pas foutus de manger tout seul, etc. Mais on va toujours lui demander son avis. Donc, autonomie, respect, souci d'épanouissement, il faut que l'enfant, voilà, on le respecte parce que c'est une personne, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord. On va voir qu'il s'épanouisse, qu'il devienne ce qu'il est, qu'il fasse des tas d'activités parce qu'on va développer son potentiel, etc. On est vraiment dans cette idée du bien de l'enfant. Mais du coup, on a un petit souci avec ça, c'est-à-dire qu'on va être dans une domination larvée, puisque si c'est une personne, etc., on se retrouve vite dans une petite difficulté de comment est-ce qu'on va lui imposer des choses, puisqu'il faut qu'il soit épanoui, etc., etc. Et là, il y a cette problématique de la limite et des gros débats qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'éducation positive. Parce qu'en fait, il y a bien un moment où les parents prennent des décisions et doivent protéger les enfants. Et la question, c'est est-ce qu'on assume ou pas de dominer si on est vraiment dans l'idée, oh là là, il faut qu'il soit autonome, qu'il fasse ses choix, il fera ce qu'il veut. Et l'important, c'est d'être heureux. Voilà. Et puis dans le quotidien, ça met les parents devant des choses assez compliquées puisque l'objectif d'être heureux, c'est pas dans notre pouvoir. Une personne n'a pas le pouvoir de rendre l'autre heureuse tout le temps. Voilà. Donc, j'espère que ces 4 modèles vous permettent de comprendre pourquoi, en fonction des générations ou des endroits d'où on vient, etc., on a des façons différentes de socialiser les enfants. Et puis de comprendre aussi pourquoi ça va être difficile, quoi, par rapport notamment à favoriser le bonheur.
Je veux dire, s'il y a des parents aujourd'hui qui pensent que voilà, faire un enfant parce que ça va nous apporter des tas de choses, etc., on va être heureux. Bah ouais, après quelques mois sans sommeil et puis un enfant qui correspond pas exactement et puis qui vomit sur les vêtements et qui est pas toujours mignon et qui fait pas ce que dit toujours la théorie, et ben ça va être assez vite compliqué. Voilà. Et ben je veux vous remercier de votre écoute. Si vous trouvez que ma vidéo était sympa, vous pouvez mettre des likes parce que moi je like les likes. Et puis si vous trouvez qu'il y a des gens que ça pourrait intéresser, vous pouvez aussi partager cette vidéo. Voilà. Et ben je vous remercie. Et puis rendez-vous sur la deuxième vidéo où je vais parler en fait des difficultés particulières des parents aujourd'hui.